Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va faire un voyage assez particulier. On ne va pas seulement changer de pays ou d'époque, on va littéralement entrer dans une autre dimension urbaine. Thomas, tu es prêt à nous emmener dans l'endroit le plus dense que l'humanité ait jamais connu ? Toujours prêt, Sarah. Mais je te préviens, il va falloir retenir son souffle. On ne part pas vers une destination touristique, on plonge dans le ventre de la bête. On va parler de la citadelle de Kowloon. Kowloon Walled City, la cité des ténèbres. J'ai vu les photos. C'est absolument terrifiant et en même temps, on ne peut pas détacher le regard. C'est comme un accident de voiture au ralenti, mais figé dans le béton. C'est exactement ça. Imagine un instant, Sarah. Tu es à Hong Kong, dans les années 80. Tu marches dans la rue, il fait beau, c'est moderne, et soudain, devant toi, se dresse un monolithe, un bloc compact, sombre, qui semble vibrer. Ce n'est pas un immeuble, c'est une masse de 300 bâtiments, écrasés les uns contre les autres, fusionnés comme une tumeur de béton. Et quand tu dis dense, on parle de quel chiffre exactement ? Parce que les auditeurs doivent visualiser l'échelle du truc. Pour te donner une idée, à son apogée, juste avant la démolition, on parle de 33 000 habitants, certains disent même 50 000, entassés sur une surface de 2,6 hectares. C'est la taille de 2 terrains de football. Si tu appliquais cette densité à la population mondiale actuelle, l'humanité entière tiendrait sur la surface de l'île de France. C'est inconcevable. Ça défie toutes les lois de l'urbanisme, de l'hygiène et même de la physique. Comment on entre là-dedans ? On n'entre pas, on s'y engouffre. Dès que tu franchis le périmètre, la lumière du jour disparaît. C'est pour ça qu'en cantonais, on l'appelait Haknam, la cité des ténèbres. Les bâtiments étaient si proches, construits en porte-à-faux les uns sur les autres, que le soleil ne touchait jamais le sol. Tu marchais dans des ruelles larges d'à peine 1 mètre, éclairées 24 heures sur 24 par des néons fluorescents qui grésillaient. J'imagine l'ambiance sonore et olfactive, ça devait être une agression permanente pour les sens. Ah, c'était une symphonie de l'enfer. Le sol était constamment glissant, couvert d'une boue noire indéfinissable. Pourquoi ? Parce que c'était un labyrinthe de tuyaux. Des milliers de tuyaux et de câbles électriques pendaient au-dessus de ta tête comme des lianes dans une jungle cyberpunk. Et ces tuyaux fuyaient tout le temps. L'eau des égouts, l'eau potable, tout se mélangeait. Il fallait marcher avec un parapluie, même à l'intérieur, pour se protéger des gouttes qui tombaient des étages supérieurs. C'est l'image même du décor de Blade Runner. Mais Thomas, comment une telle aberration a pu exister ? Je veux dire, Hong Kong était une colonie britannique, c'était régulé. Comment ce trou noir juridique est-il pu grossir sans que personne n'intervienne ? C'est là que l'histoire devient fascinante. C'est un bug dans la matrice diplomatique. À l'origine, c'était un fort militaire chinois. En 1898, quand les Britanniques ont loué les nouveaux territoires à la Chine pour 99 ans, le traité a exclu ce petit fort. La Chine gardait la juridiction sur ces quelques hectares. Donc c'était une enclave chinoise au milieu du territoire britannique. Exactement. Mais quand la dynastie Qing est tombée en 1912, le fort a été abandonné. Les Britanniques voulaient le raser, mais la Chine protestait. Résultat, statu quo. Personne ne voulait toucher à la patate chaude. Après la Seconde Guerre mondiale et l'occupation japonaise, des milliers de réfugiés chinois fuyant la guerre civile sont venus squatter les ruines. Et comme ni la police de Hong Kong ni le gouvernement chinois n'osaient intervenir pour ne pas créer d'incidents diplomatiques, c'est devenu une zone de non-droit totale. Une anarchie parfaite. Pas de code de la construction, pas de taxes, pas de police. Les gens ont commencé à construire. Et quand je dis construire, c'était du bricolage de haut vol. Tu avais une maison d'1 étage. Ton voisin arrivait, construisait un 2e étage sur ton toit. Un autre arrivait et ajoutait une annexe suspendue par des tiges de métal. Ça a grimpé comme ça jusqu'à 14 étages. Sans architecte ? Sans ingénieur ? Sans rien. C'était de l'architecture organique. Les bâtiments s'appuyaient les uns sur les autres. Si tu en retirais un, tout le bloc risquait de s'effondrer. Les couloirs n'étaient pas planifiés. Ils se créaient par les espaces vides restants. Tu pouvais traverser la ville de bout en bout sans jamais toucher le sol, en passant par des escaliers, des balcons, des toits connectés. C'était un organisme vivant. C'est effrayant, mais il y a une sorte de génie là-dedans. Mais parlons de ce qu'on y trouvait, parce que qui dit zone de non-droit dit activité illicite, non ? On a tous cette image des triades qui contrôlaient la ville. Oui, et c'est une réalité, surtout dans les années 50 et 60. Les triades comme le Sun Yee-on régnaient en maître. C'était le paradis du vice. Il y avait des fumeries d'opium à chaque coin de couloir, des bordels, des tripots de jeux clandestins. La police de Hong Kong n'y mettait les pieds que lors de raids massifs, en groupes de 40 ou 50, jamais seul. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai lu des trucs incroyables sur les dentistes. C'est vrai cette histoire de dentiste de Kowloon ? C'est l'un des aspects les plus iconiques. Comme les lois de Hong Kong ne s'appliquaient pas, n'importe qui pouvait s'improviser médecin ou dentiste sans diplôme reconnu par la couronne britannique. Beaucoup étaient de vrais dentistes formés en Chine, mais qui n'avaient pas le droit d'exercer à Hong Kong. Ils s'installaient dans la citadelle.
Donc les habitants de Hong Kong, les honnêtes gens, venaient dans ce coupe-gorge pour se faire arracher une dent. Absolument, parce que c'était moitié prix. Tu marchais dans ces ruelles sombres, humides, qui sentaient l'urine et le porc braisé, et tu voyais ces vitrines sales avec des colliers de dents humaines exposés comme publicité. À l'intérieur, tu avais des fauteuils de dentistes ultra-modernes importés du Japon, juste à côté d'une cuisine où quelqu'un préparait la soupe. L'hygiène devait être douteuse. Disons que c'était rustique. Mais ce qui est fou, Sarah, c'est que la citadelle, ce n'était pas que le crime, c'était aussi une immense usine. Il y avait des centaines de petites fabriques. On y produisait des boulettes de poisson, des nouilles, des jouets en plastique. Comme il n'y avait pas de normes de sécurité, pas de taxes, pas de droit du travail, c'était ultra compétitif. 80% des boulettes de poisson servies dans les restaurants de Hong Kong venaient de là-dedans. C'est dingue. On imagine toujours cet endroit comme un enfer sur Terre. Mais il y avait une vraie vie communautaire, non? Les gens ne s'en tueraient pas à longueur de journée. C'est le paradoxe le plus touchant de Kowloon. Au milieu de cette crasse, de cette obscurité, il y avait une solidarité incroyable. Les gens vivaient littéralement les uns sur les autres. Tu entendais ton voisin respirer à travers la cloison. Les murs étaient fins, les espaces partagés. Il y avait une sorte d'autorégulation. Les habitants formaient des comités de quartier, le kaifong, pour gérer les ordures, essayer de limiter des fuites d'eau, régler les conflits. Et les enfants? Il y avait des enfants qui grandissaient là-dedans. Des milliers. Et pour eux, le seul endroit où ils pouvaient jouer, le seul endroit où ils pouvaient voir le ciel, c'était le toit. Ah, les fameux toits de Kowloon, j'ai vu ces images. C'est un contraste saisissant. C'était le poumon de la ville. Tu montais 14 étages d'escaliers glissants dans le noir et soudain, tu débouchais sur cette forêt d'antennes télé. C'était une dalle de béton immense, un patchwork de toits reliés. Les vieux faisaient du tai chi, les enfants sautaient entre les immeubles, les junkies se shootaient dans un coin et les amoureux se retrouvaient là. Et juste au-dessus, il y avait l'aéroport de Kai Tak, c'est ça? Oui, l'ancien aéroport mythique de Hong Kong. Les avions passaient si bas pour atterrir que tu avais l'impression de pouvoir toucher le train d'atterrissage en levant la main. Le bruit des réacteurs couvrait tout pendant quelques secondes, faisait trembler toute la structure précaire de la citadelle, et puis la vie reprenait. C'était surréaliste. C'est presque poétique, d'une manière très sombre. Mais toute chose a une fin. En 1984, la déclaration sino-britannique scelle le destin de Hong Kong, et donc de la citadelle. Oui, les deux gouvernements se sont enfin mis d'accord. C'était une verrue, une honte nationale qu'il fallait effacer. Ils ont annoncé la démolition. Ça a pris des années pour évacuer tout le monde, payer des compensations. Beaucoup de résidents ne voulaient pas partir. Pas parce qu'ils aimaient la saleté, mais parce qu'ils avaient peur de ne pas retrouver cette communauté, cette liberté, et surtout ces loyers dérisoires. Et en 1993, les bulldozers sont arrivés. Ils ont mis 1 an à tout raser. Ils ont dû utiliser des boules de démolition classiques, pas d'explosifs, parce que c'était trop dense. Et en 1994, il ne restait plus rien, juste un terrain vague. Aujourd'hui, c'est le parc de la citadelle de Kowloon. C'est un très joli parc, style Jiangnan, avec des pavillons, des étangs, des bonsaïs. C'est ironique, l'endroit le plus dense et le plus chaotique du monde est devenu un havre de paix et de verdure. C'est l'ironie totale. Mais tu sais, Sarah, même si les murs sont tombés, la citadelle hante encore notre imaginaire collectif. Regarde la culture pop. Le film Ghost in the Shell, le manga original, les décors sont directement calqués sur Kowloon. Le jeu vidéo Stray, le film Batman Begins avec les Narrows. Dès qu'on veut représenter une dystopie urbaine, on puise dans l'esthétique de Kowloon. C'est vrai, c'est devenu le symbole ultime du cyberpunk. High-tech, low-life, des câbles partout, de la technologie de pointe au milieu des détritus. C'était la preuve physique que l'humain peut s'adapter à tout. C'était horrible, c'était dangereux, mais c'était vivant. William Gibson, l'auteur de nos romanciens, disait que la citadelle était comme une ruche, une machine construite par une intelligence collective sans plan préétabli. Une anomalie historique qu'on ne reverra probablement jamais. Avec les normes modernes, c'est impossible de laisser une telle chose se reproduire. Heureusement pour l'hygiène, malheureusement pour l'anthropologie. C'était un monstre, mais c'était un monstre fascinant. Merci Thomas pour cette plongée en apnée dans l'histoire urbaine. Je ne regarderai plus jamais un simple immeuble de la même façon. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voyez un tuyau qui coûte au-dessus de votre tête, écartez-vous. C'est noté. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une autre exploration. À bientôt.